OK. La dernière fois, on a commencé à parler de la courbe de la dissociation et la saturation de l'hémoglobine en oxygène. On va continuer avec cette courbe, mais avant, on doit parler un peu du gaz qui est le monoxyde de carbone. Euh, Comme vous savez, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, il est incolore. Il se produit lors d'une, bien sûr, combustion incomplète des hydrocarbures comme le gaz oil, le bois, le gaz naturel, le charbon. Et c'est une des causes principales d'intoxication accidentelle ou bien parfois intentionnelle. Et elle est très souvent aussi mortelle. Ce monoxyde de carbone, il a une affinité très grande à l'hémoglobine, يعني 200 fois plus dans ce cas-là à l'hémoglobine que l'oxygène. بس بدي أقول شغلة إنه le monoxyde de carbone مثل ما قلنا c'est un gaz inodore, il est incolore يعني on ne peut pas le voir ni le sentir. Et surtout c'est pour cela il y a beaucoup de morts يعني à cause de ce gaz-là مثلا مثل هلا في كتير أشخاص مثلا ما عندهم يقدروا يدفوا مازوت أو شي بيجيبوا مثل ما بتعرفوا مناقل فحم وبيحطوا هالمناقل الفحم بأوض وهالأوض بتكون مسكرة يعني ما بقى فيها أكسجين بس بصير في عنا مثل ما قلنا combustion incomplète du charbon بيطلع هيدا الغاز وهالأشخاص الموجودين بأوضة بيموتوا مثل ما قلنا لأنه بيتنشأوا هيدا الغاز ومثل ما قلنا إنه عنده affinité كتير كبيرة على الهيموغلوبين et c'est une affinité irréversible يعني il n'est pas réversible. c'est pour cela هول الأشخاص بيموتوا. أوكي أنتوا يمكن سمعانين كتير عنهم هول الأشخاص اللي بيموتوا من وراء هالشي. حتى كمان سمعنا كتير حوادث صارت بمنتجعات سياحية كمان وقتها أشخاص كمان ماتوا من وراء هيدا الغاز. أوكي donc il faut faire attention إنه بس نكون عنا هيك شي شربون أو غاز ناتوريل ما نسكر الأوض لازم تضل على طول مهوية لحتى ما يصير في عنا مونوكسيد دو كربون. Ok, c'est une chose qu'il faut dire sur le monoxyde de carbone. Maintenant, on va continuer avec la courbe de saturation. On a déjà vu cette courbe de saturation, on a parlé de cette courbe la dernière fois. On a déjà dit que lorsque on a plus une pression partielle, plus que de 60 mm de mercure, donc on aura un plateau, ça veut dire que l'hémoglobine elle est saturée à peu près à 90%. Maintenant, cette courbe, elle peut être influencée par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs-là, tout d'abord, on a l'acidité. Ok, l'acidité, comme vous remarquez ici, elle peut influencer cette courbe de dissociation. Lorsqu'on a un pH élevé, donc la courbe, elle va, comme vous remarquez, cette courbe qui est en noir, c'est la courbe normale. Donc, lorsque on a un pH qui est plus ou moins basique, cette courbe, donc, elle va se déplacer dans ce cas-là vers la gauche. Par contre, lorsque on a un pH qui est donc plus ou moins acide, la courbe elle va se déplacer vers la droite. Voilà. Pourquoi on a ce déplacement? Tout d'abord, ننتج l'acidité. Donc l'acidité, comme vous savez, lorsque on a un métabolisme qui est très actif au niveau des cellules, les cellules, elles vont donc produire une très grande quantité d'acide lactique et d'acide carbonique. Ok, donc c'est d'où on a la présence de ces acides-là. Alors, ces acides-là, ils vont faciliter la libération de l'oxygène. C'est pour cela la courbe, elle va se déplacer vers la droite.
L'acidité, elle va stimuler la libération de l'oxygène, ce qui permet le déplacement de la courbe مثل ما قلنا vers la droite. يعني معناتها إنه plus on a une acidité dans le sang, plus l'hémoglobine il va se dissocier de l'oxygène. Et bien sûr, c'est normal parce que les cellules, ils ont besoin d'oxygène. Comment, dans ce cas-là, l'acidité, elle va influencer donc la libération de l'oxygène? On dit que l'acidité, elle va donc agir en modifiant la conformation de la molécule d'hémoglobine, ce qui va libérer dans ce cas-là l'oxygène de l'hémoglobine. De plus, on a l'effet de la PCO2 sur la dissociation de l'hémoglobine. La même chose, on remarque que lorsque on a un PCO2 sanguine qui est très basse, la courbe, elle va se déplacer vers la gauche. Par contre, lorsqu'on a une PCO2 sanguine élevée, la courbe, elle va se déplacer vers la droite. Aussi la même chose, on dit que lorsque les cellules ils sont très actives, donc il y a augmentation de la sécrétion de PCO2. Donc ça veut dire que la cellule elle a besoin de plus d'oxygène. Donc la PCO2, de la même chose comme on a déjà vu avant, elle va aussi agir sur la portion globine de l'hémoglobine en changeant la conformation de la molécule, ce qui va libérer donc l'oxygène de l'hémoglobine. Donc, c'est pour cela la courbe elle va se déplacer vers la droite. Donc, Maneta, lorsqu'il y a augmentation de CO2, il y a relâchement ou bien libération de l'oxygène de l'hémoglobine. Le troisième facteur aussi qui peut influencer la dissociation de l'hémoglobine, c'est la température. On remarque aussi la même chose que lorsque la température elle est basse, la courbe elle va donc se déplacer vers la gauche. Et si la température elle est élevée, la courbe elle va se déplacer vers la droite. Donc, on sait que on aura une température élevée lors des réactions de métabolisme. Donc, au niveau de la cellule, on aura donc réaction de combustion produisant donc de l'ATP. Et ces réactions de combustion, ils vont produire de la chaleur, donc ce qui va augmenter donc la température. Donc, ça veut dire aussi que la température ici, elle va agir aussi sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en modifiant aussi sa configuration moléculaire, ce qui va libérer donc l'oxygène de l'hémoglobine et comme ça les cellules auront plus d'oxygène. Donc tous les trois facteurs qu'on a déjà vus, on remarque que il y aura donc dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine parce que, comme on a déjà dit, la cellule, elle a besoin de l'oxygène. Donc, ces trois choses, ils sont très importants. Mais avant de continuer, il faut dire que cette courbe de saturation de l'hémoglobine, elle est à retenir. Il faut la retenir. Il faut savoir aussi la dessiner. OK? Donc, هذه courbe, elle est très importante. Bien sûr que aussi les facteurs qui peuvent agir sur cette courbe. OK, comme ça, on a terminé avec l'oxygène. On va passer maintenant au gaz carbonique. Alors, comment sera transporté le gaz carbonique dans le sang? Le gaz carbonique, il sera transporté sous trois formes. Donc, on a tout d'abord 7% qui sont sous forme dissoute et il faut dire ici que le gaz carbonique il est plus hydrosoluble donc, que l'oxygène dans le plasma. On a 23% qui va se lier dans ce cas-là aux acides aminés de l'hémoglobine et aux protéines phosphatiques. Et là, on parle donc qu'on a des composés carbaminés. Ça veut dire c'est le carboxyhémoglobine.
lorsque donc le CO2 il va se fixer مثل ما قلنا la portion globine de l'hémoglobine et la quantité la plus importante, elle sera transportée sous forme des ions bicarbonate. Donc, selon l'équation suivante, on a le CO2 plus H2O sous l'action d'une enzyme qu'on appelle anhydrase carbonique. On va la voir aussi plus tard dans le slide suivant. Cette enzyme-là, elle sera sécrétée dans l'hémoglobine. Elle va se transformer en acide carbonique, H2CO3, qui va ensuite se dissocier en H+, et HCO3-, ça veut dire c'est l'ion bicarbonate. Donc, comme vous remarquez, donc, la plus grande partie du transport de gaz carbonique s'effectue donc sous forme des ions bicarbonate. Maintenant, on va passer à une chose qui est très importante. Et c'est un petit résumé de ce qu'on a déjà vu donc jusqu'à maintenant. Ce sont les échanges de gaz dans les tissus et dans les poumons. Alors, c'est ici, elle va résumer comment بصير في عنا diffusion de l'oxygène et le transport de l'oxygène et de CO2 et leur diffusion au niveau des tissus et des cellules. Je veux tout d'abord commencer avec les échanges d'oxygène et de CO2 au niveau des poumons. Et c'est ce qu'on appelle, comme vous savez, la respiration externe. Donc, la respiration externe, ça veut dire c'est l'échange d'oxygène et de CO2 dans les poumons. OK? Avant de commencer à parler de ce mécanisme-là, je veux tout d'abord parler d'un phénomène qu'on appelle le phénomène de Hamburger. Le phénomène de Hamburger, donc c'est un phénomène qui dit que à chaque fois qu'il y a un ion bicarbonate qui va pénétrer dans les globules rouges, il y a un ion de chlore qui va sortir. فإذا هون عم نشوف il y a un ion bicarbonate qui va entrer. Alors en contrepartie, on a un ion de chlore qui va sortir. Et aussi en sens inverse. Lorsqu'on a un ion bicarbonate qui va sortir du globule rouge, on a un ion de chlore qui va pénétrer dans le globule rouge. OK, donc toujours on a, s'il y a un ion bicarbonate qui va sortir, il y a un ion chlore qui va entrer et vice-versa. OK, donc c'est le phénomène de Hamburger. Maintenant, on va commencer à parler de mécanismes donc de diffusion des gaz et leur transport au niveau de l'hémoglobine ou bien de globules rouges. Tout d'abord, on va commencer avec l'oxygène. Donc, l'oxygène qui se trouve maintenant dans les alvéoles, dans le liquide interstitiel, il va diffuser dans le plasma du sang, il va pénétrer dans le globule rouge et il va fixer l'hémoglobine. هون الهيموغلوبين مثل ما شايفين c'est un désoxy بنسميه c'est un désoxyhémoglobine لأنه il n'est pas lié à l'oxygène بنسميه un désoxyhémoglobine. هلا lorsqu'il est fixe l'hémoglobine fixe l'oxygène بنصير نسميه oxyhémoglobine. OK, donc c'est oxyhémoglobine et lorsque il ne fixe pas l'oxygène بنسميه désoxyhémoglobine. Donc c'est HHP. OK? Il a un H+, un ion H+, qui est libre. Donc lorsque l'oxygène il va fixer le désoxyhémoglobine, alors on aura HbO2 plus H+ qui est libre. C'est un ion H+ qui est libre. Ça veut dire c'est acide مثل ما شفنا. OK? Donc comme s'il est acide H+, il va donc fixer le HCO3-. Le HCO3-, il se trouve dans le plasma normalement مثل ما قلنا parce que il sera le CO2 il sera transporté par le sang sous forme de ion HCO3-. Donc HCO3-, comme vous remarquez ici, il va pénétrer dans le globule rouge
il va se lier avec l'H+, et il va former l'acide carbonique qui, en présence aussi de l'anhydrase carbonique, qui est donc formé dans le globule rouge. Donc, l'anhydrase carbonique, il va de nouveau dissocier H2CO3- en H2O et CO2. Le CO2, il va ensuite sortir du globule rouge et il va ensuite pénétrer dans le liquide interstitiel des alvéoles pour être مثل ما بتعرفوا libéré dans l'atmosphère. OK, فإذا c'est comme ça qu'on aura donc la diffusion de l'oxygène dans le globule rouge et la sortie de CO2 donc des capillaires et des globules rouges. Bien sûr, نحن شفنا إنه il y a aussi une partie qui est liée à l'hémoglobine. Donc, cette partie qui est liée à l'hémoglobine aussi, elle va se libérer de l'hémoglobine. Le CO2, il va se libérer de l'hémoglobine. Il va aussi sortir du globule rouge pour passer, pour diffuser ensuite dans les alvéoles. Donc, c'est comme ça qu'on aura un échange d'oxygène et de CO2 dans les poumons. هي بنسميها مثل ما قلنا la respiration externe. Maintenant, je vais parler de la respiration interne. Ça veut dire que ce sont les échanges d'oxygène et de CO2 dans les tissus. Donc, dans les tissus, رح بلش بالCO2. OK? Donc, le CO2, donc, il se trouve مثل ما بتعرفوا dans le liquide interstitiel. Donc, on a كتير مثل ما بتعرفوا libération de CO2. Le CO2, il va passer dans le capillaire sanguin, dans le plasma. Ensuite, il va pénétrer dans le globule rouge. Une partie, donc, comme vous remarquez, elle va se lier à l'hémoglobine pour former le HbCO2. Et une autre partie, elle va se lier avec l'eau. Et sous l'action avec l'anhydrase carbonique, on aura la formation de l'acide carbonique qui ensuite, il va se dissocier en HCO3- plus H+. Le HCO3- maintenant, il va donc sortir de globules rouges dans le plasma et comme ça, il va être transporté vers les alvéoles. Et maintenant, l'H+, هو acide مثل ما بتعرفوا. Donc, ça veut dire il va donc agir sur le HPO2. Donc, comme on a déjà vu dans la courbe de dissociation, H+, l'acidité, elle va entraîner la libération de l'oxygène de l'hémoglobine. Donc, ça veut dire l'oxygène, il sera libéré de l'hémoglobine. Il va sortir du globule rouge dans le plasma et il va diffuser donc vers les cellules tissulaires. Et on obtient de nouveau un hydroxyhémoglobine. Désoxyhémoglobine, sorry. OK, donc, فإذا هيدا c'est le schéma comment il y aura donc échange d'oxygène et de CO2 dans les tissus. Et c'est ce qu'on appelle la respiration interne. Ces deux schémas sont très importants. Bien sûr, c'est pas à dessiner, mais il faut très bien les comprendre, OK? Parce qu'ils vont résumer comment s'effectuent donc les échanges d'oxygène et de CO2 entre les poumons et les tissus et entre les poumons et les alvéoles. C'est compris? Docteur, Oui, j'ai une question. بالrespiration interne, oui. ال HCO3 بس بده يطلع وين بده يروح؟ بيفوت بالبلازما، بيطلع على البلازما. اوكي دكتور، يعني بيبقى اوكي؟ هون. بيبقى دكتور. بالصان، ايه بيبقى بالصان بالبلازما لحتى يرجع يوصل على الالفيول. هون بيصير في عنا لا رياكسيون ليرجع يصير في عنا formation de CO2. بيرجع le CO2 il va diffuser dans les alvéoles. دكتور. OK? Merci. D'autres questions avant de passer à l'autre partie, la dernière partie? حدا عنده شي سؤال؟ OK. Comme ça, donc, خلصنا tout ce qui est échange et transport des gaz. Il nous reste encore la dernière partie, c'est le contrôle de la respiration. Et comment la respiration elle sera contrôlée?
Bien sûr, on va voir que la respiration aussi la même chose que pour le système cardiovasculaire. Elle sera contrôlée donc par le centre qu'on appelle le centre respiratoire. OK, le centre respiratoire, la même chose aussi que pour le centre cardiovasculaire, il se trouve aussi dans le bulbe rachidien. فإذا هون عم نشوف c'est le centre respiratoire. هلا le centre respiratoire il est formé des groupes des cellules neuronales qui vont former les groupes respiratoires بس نحن رح نعتبر إنه هيدا هن ce sont le centre respiratoire مثل ما قلنا qui vont donc agir sur la respiration. Alors, ce centre respiratoire, comme vous remarquez, il est contrôlé aussi par plusieurs réflexes respiratoires. On a par exemple la toux, le bâillement, l'éternuement, tous ces réflexes respiratoires, ils peuvent donc agir sur le centre respiratoire pour qu'il y aura la respiration. Et vous remarquez donc que ce centre respiratoire, il va donc agir par des nerfs. La réponse sera par des nerfs qu'on a appelés les nerfs phréniques. Ces nerfs phréniques, dans ce cas-là, ils vont agir, comme on a déjà dit, sur les muscles intercostaux et sur le diaphragme. OK? فإذا on a tout d'abord les centres respiratoires qui sont contrôlés bien sûr par l'hypothalamus et aussi par le cortex cérébral d'un côté et de l'autre côté رح نشوف إنه كمان في عنا comme on a déjà vu pour le système cardiovasculaire on a des récepteurs هوني qui سميناهم les barorécepteurs هون on va les appeler les chimiorécepteurs qui vont agir donc sur le centre respiratoire et le centre respiratoire, il va nous donner une réponse donc par l'intermédiaire des nerfs phréniques qui vont agir مثل ما شفنا sur les muscles intercostaux et aussi sur le diaphragme. OK? هلا comment donc il sera régulé la ventilation? Donc, مثل ما قلنا, s'il y a donc un besoin donc d'oxygène ou bien il y a un manque ou bien augmentation de CO2, donc le centre respiratoire, les centres qui se trouvent dans le bulbe rachidien, ils vont agir ou bien sur le rythme respiratoire ou bien sur l'amplitude respiratoire. Le rythme respiratoire, ça veut dire c'est la fréquence. Donc, il y a une augmentation de la fréquence respiratoire. Et l'amplitude respiratoire, ça veut dire que les poumons, ils vont se distendre, ils vont devenir plus distendus. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont influencer donc ces centres respiratoires? Comme on a déjà dit, on a des récepteurs. Ces récepteurs ici sont appelés les chimiorécepteurs. Par exemple, les chimiorécepteurs, ils sont sensibles aux variations de l'oxygène et de CO2 et aussi de H+. On va le voir aussi. Ces récepteurs se situent dans le bulbe rachidien. Donc, ce sont les chimiorécepteurs centraux. On les appelle les chimiorécepteurs centraux. Et on a des chimiorécepteurs périphériques qui sont localisés dans la crosse aortique et dans les carotides. Ça veut dire la même position que les barorécepteurs. فإذا هول اللي شفناهم قبل lorsqu'on a parlé des barorécepteurs, il y a aussi à côté de ces barorécepteurs, on a les chimiorécepteurs, mais ce sont les chimiorécepteurs périphériques dans ce cas-là. فإذا هون عم نرجع نشوف ici, ce sont au niveau de la bulle, du bulbe rachidien, on a c'est ce qu'on appelait les chimiorécepteurs centraux. كمان في عنا des livres بيسموهم les chémorécepteurs. Donc, c'est la même chose, OK? ما تغلبتوا. فإذا chémorécepteur ou bien chimorécepteur, c'est la même chose.
Donc, chémorécepteurs centraux, ils se trouvent maintenant dans le bulbe rachidien. Et ces chémorécepteurs centraux, ils sont sensibles normalement à la concentration du pH et de PCO2 dans le liquide céphalorachidien. OK? Donc, رح نحكي عنهم qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. بس أهم شيء تعرفوا إنه ces chémorécepteurs centraux sont sensibles surtout à la variation du pH et la variation de PCO2. Maintenant, pour les chimiorécepteurs périphériques, مثل ما قلنا les chimiorécepteurs périphériques هن موجودين dans le corpuscule aortique يعني dans la crosse aortique مثل ما قلنا قبل et aussi dans les sinus carotidiens. OK, ça va c'est là leur position à côté des barorécepteurs. Maintenant, ces chémorécepteurs périphériques, ils sont sensibles surtout à la variation de la PO2 et aussi surtout à la variation de H+. OK? خلينا نشوف donc en général donc la sensibilité des chémorécepteurs centraux et des chémorécepteurs périphériques مثل ما قلنا les chimiorécepteurs centraux هن أكتر شيء sensibles à la variation de PCO2 ça veut dire c'est en état d'hypercapnie نحن بنعرف إنه hypercapnie ça veut dire c'est une augmentation de PCO2 OK donc une augmentation de PCO2 elle va stimuler le centre respiratoire, surtout le centre inspiratoire, pour qu'il y ait donc une inspiration. Les chimiorécepteurs périphériques sont surtout sensibles aux variations de la PO2 dans ce cas-là, et parfois aussi PCO2, mais أهم شيء le PCO2 مثل ما قلنا c'est au niveau des chimiorécepteurs centraux. Ça veut dire que s'il y a hypoxie, مثل ما بنعرف hypoxie يعني diminution de la PO2 dans le sang, ou bien hypercapnie, مثل ما قلنا augmentation de PCO2 dans le sang, ils vont agir aussi sur le centre respiratoire pour qu'il y aura donc aussi une inspiration. Donc, هون هذا tableau, il va résumer qu'est-ce qu'on a déjà dit avant. فإذا les chimiorécepteurs périphériques ils sont stimulés par une baisse de la PO2, ça veut dire hypoxie, une élévation de la concentration des ions hydrogène, ça veut dire c'est une acidose بنسميها, et une élévation de la PCO2, c'est une acidose respiratoire. هون أهم شيء تعرفوا كمان نسميها hypercapnie مثل ما سميناها قبل. OK? Par contre, les chémorécepteurs centraux sont surtout sensibles à une élévation de CO2, bien sûr, en même temps, la concentration des ions hydrogène. Pour maintenant faire une petite récapitulation, donc on va de nouveau revoir ces deux schémas qui résument qu'est-ce qui se passe donc au niveau des chimiorécepteurs périphériques et chimiorécepteurs centraux. هودي التابلويات مثل ما شايفين ce sont des rectangles avec des flèches هودي sont très importants إذا شفنا منهم déjà شوي بالبارتي باروسيبتور راحت